Comme l'activité consciente se fonde sur le refoulement du fait inconscient, les grandes entreprises où se déploie l'énergie pulsionnelle de vie se fondent sur une vigoureuse mise à l'écart des pulsions de mort. C'est une citation de Serge Leclerc. Ma réflexion du jour découle, comme je le sous-entendais, directement d'un ouvrage collectif que j'ai eu l'honneur de diriger et qui a été publié chez RS. Cet ouvrage a pour titre « La pulsion de mort dans les soins, une face cachée de la médecine en maladie grave et fin de vie ». À partir de cette notion de pulsion de mort, 12 auteurs, des psychologues, des psychanalystes, des médecins, des Français et 2 Belges, ont tenté d'expliquer, chacun à leur façon, un des aspects, je dirais, de la souffrance intolérable, comme on dit aujourd'hui, disons plutôt de l'insupportable vécu par les personnes en fin de vie. Alors pour le psychanalyste et psychologue que je suis, un sujet humain peut se définir comme un être qui se trouve dans une sorte d'équilibre psychique entre pulsion de vie et pulsion de mort. Cet équilibre le place, on pourrait dire, dans une dynamique tournée vers le futur, on appelle ça une dynamique désirante. Ça veut dire que le sujet est dans la vie, il est bien en vie, il a des projets, comme on dit. Le fil rouge de cet ouvrage et de ces textes, c'est que les sujets gravement malades sont dans une zone à haut risque, on pourrait dire, de déséquilibre pulsionnel. On entrera dans le détail un peu plus loin et on verra comment la désintrication, la déliaison entre pulsion de vie et pulsion de mort, lorsqu'elle a lieu, peut entraîner différents vécus en fin de vie, ce que j'appellerais des destins. La finalité de mon topo sera de réfléchir à comment les accompagnants palliatifs que nous sommes, quelque fonction que nous occupons, cela a au fond assez peu d'importance, je crois, pour ce que je vais dire, quoique ça peut peut-être se discuter. Comment les palliatologues, on pourrait dire aussi, pour reprendre la terminologie d'Éric Fiat, comment doivent-ils se positionner face à ces malades qui basculent, on pourrait dire, et qui s'effondrent sur le plan psychique? Autrement dit, quelle posture relationnelle prendre face aux affres de la pulsion de mort lorsqu'elle se désarime de la pulsion de vie et qu'elle se met à produire des ravages? Alors, mon plan, donc en 4 points, quelques points de préambule, puis pulsion de vie, pulsion de mort dans la vie psychique, puis les destins, suite à la déliaison entre pulsion de vie et pulsion de mort, et ensuite comment on se positionne au final, ça sera une réflexion de comment on se positionne face à l'ambivalence, finalement, et comment on se positionne face à cette pulsion de mort qui se fait entendre de plus en plus au fur et à mesure que les choses avancent vers la fin de la vie. Alors, quelques points pour commencer, des éléments encore peu explorés. Je crois que c'est toujours comme ça avec moi, c'est dans l'après-coup de l'écriture que je comprends un peu, pas toujours, pourquoi j'ai écrit ce que j'ai écrit. Cette fois, avec la direction de cet ouvrage, je savais qu'il y avait quelque chose de très fort à aller dans cette voie-là. S'intéresser à la pulsion de mort revenait à aller titiller, on va dire chatouiller, titiller en tout cas des choses cachées, des choses peu explorées, des choses que spontanément on ne veut ni se représenter, ni faire exister dans la parole. Des éléments peu explorés qui renvoient à une inquiétante étrangeté. Oui, cela renvoie directement, pour moi, à cette notion d'inquiétante étrangeté, définie par Freud, cette catégorie, dit Freud, particulière de l'effrayant, qui se produit lorsque émerge ce qui devait rester caché, ce qui devait rester dans l'ombre et qui en est sorti. L'inquiétante étrangeté, c'est l'autre nom de l'angoisse. Alors oui, je crois que j'ai découvert, ce que j'ai découvert au fur et à mesure de ce travail fut pour moi à la fois étrange, inquiétant, et aussi illustre, je dirais, un peu plus, je crois, ce que nous avons mis en évidence avec le docteur Jean-Pierre Bénézèche autour de l'expression « la mort ne s'affronte pas ».
La mort ne s'affronte pas, c'est un levier de compréhension, c'est comme ça que nous l'avions défini, un levier de compréhension et de positionnement pour accompagner le malade en fin de vie face à la question de sa mort qui se profile. Nous venons de rééditer cet ouvrage tout récemment en appuyant sur le fait que la mort ne s'affronte toujours pas. La mort ne s'affronte toujours pas, même dans ces temps où la société ouvre des portes de plus en plus grandes, vous le savez, du côté des positions de plus en plus individualistes, on pourrait dire. Cette expression, la mort ne s'affronte pas, continue de signifier que face à sa propre mort, les stratégies d'évitement, de contournement, de voilement, on pourrait dire, sont multidimensionnelles, présentes à tous les niveaux et peuvent émerger à tout moment du parcours de soins. En clair, face à sa propre mort, les capacités de création, on pourrait dire, du sujet sont infinies et tous les mécanismes sont bons pour se protéger. Quand posture professionnelle et vie personnelle se télescopent et enrichissent la réflexion, le hasard a fait, en effet, que ce travail d'écriture s'est articulé à la maladie et à la mort de Michel, mon beau-père. De sorte que ce que j'ai écrit dans cet ouvrage a été entièrement arrimé, je crois, à ce que j'éprouvais du contact avec lui, des effets sur lui de la maladie, des effets sur lui de la parole médicale, et de ce que j'ai compris de son combat, puis de son déclin, notamment cette bascule du temps du combat vers ce que Robert William Higgins appelait, il y a quelques années, le statut du mourant. Pour le dire autrement, ce passage lent ou progressif d'un être qui se bat et espère guérir vers un être déjà presque mort ou en attente de l'être. Autre point, une question a fini par s'imposer, c'est celle de l'existence ou non d'un déclin irréversible, psychique, qui entraîne le sujet vers la mort. Oui, au fond, je crois que c'est la question du déclin qui s'est imposée à moi et que j'ai tenté de pousser au bout, mais non pas le déclin passager qui se rééquilibre à coup de médicaments ou à coup de présence, d'accompagnement. Non, plutôt le déclin irrémédiable et irréversible, celui qui entraîne, qui aspire presque on pourrait dire, le sujet vers sa mort. On y reviendra. Autre point, le Covid, un événement qui a révélé le travail particulier, je crois, de la pulsion de mort en fin de vie. Pour moi, l'épisode du Covid, comme on dit, fut un événement important à propos de ce que j'essaie de reprendre là, justement à propos du déclin et de quelque chose qui viendrait à chuter, disons, qui serait juste d'accepter de voir chuter. Vous le savez tous, il s'est joué quelque chose de très puissant lors du premier confinement dans l'accompagnement aux malades. J'entends ça de plus en plus dans mon cabinet, j'entends ça aussi en formation, comme si les choses sortaient comme ça quelques années après. Et notamment en formation, j'entends de nombreux soignants qui disent, qui arrivent à dire on a fait des choses moches, on a vu des choses moches. On sait aussi que depuis 2021, nombre de personnes sont davantage hantées par la mort, souvent de très jeunes gens, mais pas que. Alors oui, je pense que ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'interdiction, on va dire, administrative ou éthique, je ne sais pas trop comment dire, d'approcher les malades atteints du Covid qui allaient mourir à l'époque, a fait émerger quelque chose qui jusque-là était resté caché. La limitation, on pourrait dire, et même l'absence de possibilité de se rendre auprès des patients, a tout à coup fait disparaître, c'est comme ça que je l'ai lu en tout cas, fait disparaître l'habituelle contention humaine, humanisante, que représente l'accompagnement palliatif. Ainsi, les chambres d'hôpitaux ont-elles été la scène où quelque chose d'impensé, voire même peut-être d'impensable, jusque-là, s'est révélé et a été mis au grand jour. Ce qui a été mis au grand jour, je le formulerai de la façon suivante. Sans l'autre à ses côtés, le sujet, en fin de vie, se laisse choir, se laisse aspirer dans un mouvement qui va vers la mort. C'est un peu vertigineux. L'humain aurait donc la propension, on pourrait dire, de se laisser mourir avant sa mort. Quelque chose en lui meurt avant la mort effective, pourrait-on dire.
Dernier point, des soignants empêchés, désarroi et fureur. Comme je viens de le dire, les sujets accompagnants ont été empêchés. Le fait de ne plus pouvoir aller auprès du mourant a fait naître une sorte de désarroi, suivi d'une fureur, même dans les équipes, j'ai pu le constater. Fureur au point où certains sont parfois allés braver toutes les interdictions, oubliant par là même le risque réel de propager le virus et de mettre d'autres personnes en danger. Que disait cette fureur ? Je crois que cette fureur disait la difficulté, l'extrême difficulté qu'il y a justement à voir se délier les pulsions, à être témoin de cela sans pouvoir agir. Nous avons été tous face à cette prise de conscience qu'il y a un impossible à réaliser que, sans la contention humaine et humanisante de l'accompagnant, quelque chose dans la vie psychique du malade en fin de vie se laisse choir, se laisse mourir. Et c'est vrai qu'à partir de là, j'ai vu l'accompagnement de façon un peu différente qu'avant, comme quelque chose qui, au fond, avait comme objectif, plus ou moins caché, de renverser cet insupportable, de voiler ce qui fait horreur à nos appareils psychiques, cacher ce que l'on ne saurait voir. Alors, je rentre un peu dans le vif du sujet avec cette question de la pulsion de vie, de la pulsion de mort et de l'équilibre psychique de tout ça. Freud pensait jusqu'en 1920 que l'homme agissait toujours à la recherche du plaisir, arrimé aux pulsions sexuelles, aux pulsions du moi, notamment. Puis il s'est rendu compte qu'au-delà d'une recherche de plaisir par la réduction des tensions, quelque chose en lui pousse à répéter des comportements source de douleur et de souffrance, et même, parfois, à y trouver du plaisir. Ainsi, il définit la pulsion de mort comme une force irrépressible, logée au cœur de la vie psychique de tout un chacun, force, dit-il, qui avance avec précipitation afin d'atteindre aussi rapidement que possible le but final de la vie. La pulsion de vie, c'est quelque chose qui assimile, qui crée, qui intègre, qui lie, qui relie, qui fait tenir ensemble. Pendant que la pulsion de mort est plutôt quelque chose qui va casser, détruire, désintégrer. Et finalement, on peut dire que c'est l'affrontement et la combinaison, la liaison entre ces deux pulsions qui permet à tout un chacun de trouver un équilibre pulsionnel qui le met, comme je le disais en introduction, dans une dynamique subjective, désirante. Un sujet en dynamique désirante serait donc un sujet qui a la force de se projeter dans le futur, qui est tourné vers l'avenir, qui espère, qui a des projets. Alors, l'entrée en maladie grave quand l'équilibre pulsionnel vacille. En effet, lors de l'annonce d'un diagnostic grave, le sujet malade entend quelque chose qui peut faire vaciller son équilibre. Mais aujourd'hui, ce vacillement est très rapidement recouvert par des défenses psychiques qui vont toutes s'arc-bouter, on pourrait dire, vers le but de mettre toutes les chances de son côté pour guérir. Après avoir blessé, très souvent, la parole médicale se ressaisit du côté de l'espoir. C'est bien cette parole saturée d'espoir, d'éléments positifs, qui va avoir des effets réassurants sur le malade. En intimant l'ordre d'y croire, de se battre, ensemble on va réussir, disent les cancérologues souvent. La parole médicale favorise un refoulement. Qu'est-ce que c'est le refoulement ? C'est une sorte d'oubli protecteur pour la vie psychique, qui va repousser de la conscience les représentations trop difficiles à entendre. Ici, cette opération de défense permet à l'angoisse, on pourrait dire, entrevue, ou à la béance entrevue lors de l'annonce, de se refermer, et à l'angoisse, justement, de se dissoudre, tout du moins partiellement. De sorte que le sujet tient souvent sa mort à distance, de manière aussi forte qu'avant l'annonce de diagnostic. À la lumière de ce que je dis là, on peut dire que, tout comme un sujet en santé est un sujet en équilibre pulsionnel, si on suit un peu mon image, un sujet malade qui se soigne et qui espère amélioration est un sujet qui, tant bien que mal, et à sa façon, parvient à conserver l'équilibre pulsionnel qui est le sien, ou bien
parvient à en trouver un de nouveau. Confère les mécanismes d'adaptation, ça a été dit ce matin, les mécanismes de coping, au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, c'est quelque chose qui est assez connu du monde des soins palliatifs. Non, c'est véritablement avec l'annonce de l'entrée en soins palliatifs que les choses vont changer sur le plan de l'équilibre pulsionnel. Alors, quand je dis annonce de soins palliatifs, on pourrait dire plus largement, lorsque le sujet entend une annonce de mort anticipée. On parlait ce matin de bien nommer les choses. Pour moi, ce n'est pas aussi simple et je pense que cette histoire-là de nommer frontalement justement la mort, d'anticiper la mort, est quelque chose à ne pas forcément nommer justement de manière comme une autre. Ce n'est pas une information comme une autre. Et il y a de nombreuses précautions, me semble-t-il. Je vais développer. Alors, avec l'annonce de mort anticipée, apparaît un nouveau bain de langage entièrement organisé, on pourrait dire, autour de la menace, justement, de mort et de son anticipation. Lors de ce moment de bascule, il semble bien que quelque chose se passe qui produise une désintrication, une déliaison pulsionnelle. En tout cas, c'est mon hypothèse. Alors, est-ce que c'est simplement un événement de parole ? Ou est-ce qu'il faut qu'il y ait concomitamment des choses qui se passent dans son corps et qui soient au diapason, finalement, de la parole entendue ? Ça reste pour moi une énigme. Il y a toujours une énigme autour de l'événement déclencheur, d'une certaine façon. Quoi qu'il en soit, ce quelque chose semble avoir déstabilisé l'équilibre psychique qui tenait le sujet jusque-là. L'intrication pulsionnelle va alors voler en éclats au profit du passage au premier plan de la pulsion de mort qui va se mettre à fonctionner comme en roue libre. Alors bien entendu, tous les sujets, tous les malades en fin de vie n'entrent pas dans ce processus de la même façon. Certains même n'y entrent pas du tout. Quel destin suite à la déliaison pulsionnelle de fin de vie ? Alors, je vais vous parler d'un destin tourné vers la vie, d'un destin entre la vie et la mort, et de deux destins mortifères. Rapidement, le destin tourné vers la vie, il concerne, on pourrait dire, le patient qui se relève de l'annonce de mort anticipée. Il ne faut pas l'oublier, nombre de patients gardent le cap, parviennent, on pourrait dire, à rééquilibrer pulsion de vie, pulsion de mort, en faveur d'un équilibre encore tourné vers la vie, avec de l'imaginaire, de la foi, de bons mécanismes de défense, avec X, je ne sais pas quoi, une énigme, là aussi. Ils parviennent à symboliser les fractions du réel. Ils tiennent le coup, on pourrait dire, ils continuent à avoir des projets, des petits, voire même des grands projets, jusqu'au moment de leur mort. On peut lire ce rééquilibrage pulsionnel à la lumière de la notion d'ambivalence. Ça a été dit ce matin par Éric Fiat. Je la définirai comme ça, l'ambivalence, c'est la présence simultanée de tendances, d'attitudes et de sentiments opposés dans la relation à un même objet. Classiquement, on repère deux lignes de pensée contradictoires qui vont s'exprimer l'une indépendamment de l'autre. Une ligne de pensée qui est directement connectée à la réalité de la mort qui approche, aux éléments concrets fournis par la parole médicale, et une autre ligne de pensée qui ne cesse pas, on pourrait dire, de mettre à distance ces éléments de réalité. Une autre ligne de pensée qui va déformer les choses, qui va dénier et qui va se connecter à la dimension de l'irrationnel ou, à minima, de l'imaginaire. Ce qui fait dire que le moi du patient face à sa mort, à la fois sait et ne sait pas. Accepte et n'accepte pas, on pourrait dire aussi. Une part sait, une part ne veut pas savoir. Un des co-auteurs du livre, le docteur Maillet, pousse au bout la place de l'ambivalence et cette image que le patient à la fois sait et ne sait pas. Je vous le dis parce que ça me paraît très, très intéressant. Il compare la dynamique du malade subjective à une horlogerie. Il dit « aller et venu, espoir et désespoir, révolte et résignation, peut-être, peut-être pas ». Ces allées et venues en forme de balancier maintiennent le sujet dans le schéma de l'ambivalence.
Pour lui, le patient palliatif en bonne santé psychique a cette horlogerie intérieure qui fonctionne avec suffisamment de jeu. Alors, si certains patients se relèvent et se relancent dans une dynamique de vie, s'ils retrouvent un équilibre, d'autres ne voient plus de raison de continuer. Pour les autres, cette aspiration vers la mort, via le travail de la pulsion de mort, va produire un affaiblissement majeur de l'énergie vitale. J'en arrive ainsi à mon deuxième destin, qui est un destin que j'ai situé entre la vie et la mort. C'est le destin du sujet qui parvient à se dégager de la sidération, de l'impact de la parole médicale chargée de savoir anticiper, on pourrait dire, par quelque chose de très actuel, on en a parlé, et de plus en plus fréquent, c'est les demandes d'aide active à mourir. C'est en effet le sujet qui va articuler des choses du côté de la maîtrise de sa mort. Par cette demande, il indique souvent son refus d'assister à sa déchéance, son impossibilité d'envisager la grande dépendance. Quoi qu'il en soit, il veut contrôler son destin et il formule pour ce faire des demandes d'aide active à mourir. Voilà pourquoi je dis que pour ce destin-là, pour ces personnes-là, pulsion de vie et pulsion de mort sont encore intriquées d'une certaine manière. Ils ne parviennent pas à surmonter comme il faut la désintrication pulsionnelle. Ils ne sont pas vraiment dans la vie avec des projets, etc. Mais ils trouvent une sorte d'équilibre dans cette posture rattachée à la demande d'aide active à mourir. On peut dire qu'il y a encore de l'autre, encore de la pulsion de vie, encore de la libido, on pourrait dire. Pourquoi ? Parce qu'ils adressent quelque chose à un autre, ils lui demandent encore quelque chose. Ces sujets tiennent du côté de la vie en confrontant, j'avais écrit des choses là-dessus, en confrontant le médecin à son impossible, le plus radical, qui reste encore aujourd'hui l'impossible de tuer. J'ai toujours pensé que c'est l'annonce de mort anticipée, contenue dans la parole médicale, qui va faire le lit, on pourrait dire, de la demande d'aide active à mourir. Au sens où c'est la parole médicale qui va créer les conditions d'émergence de la demande d'euthanasie. Selon moi, les demandes d'euthanasie, on pourrait dire, se mettent en place comme en réaction, je le redis autrement, à une annonce trop forte, trop dure, trop entière, peut-être trop précoce. Je les interprète, ces demandes, comme un retour du traumatisme induit par la parole médicale, une sorte de réaction en boomerang, une tentative plus ou moins consciente de sidérer en retour celui qui a sidéré. Si l'on suit mon hypothèse pulsionnelle, on peut dire que le sujet, qui pose des demandes de mort, se défend comme il peut face à l'impossible dans lequel il a été mis. La défense qu'il a trouvée, la demande de mort, est donc pour lui vitale pour tenter de rééquilibrer pulsion de vie et pulsion de mort. Alors, j'en arrive au destin mortifère. Premier destin mortifère, essayer d'aller un peu plus vite, c'est le sujet sidéré qui se bloque au présent et qui ne fait plus qu'attendre la mort. Il est dans une sorte de deuil anticipé de lui-même, on pourrait dire. Il ne peut plus se projeter vers l'avant, il est comme mort psychiquement avant sa mort réelle. L'impact traumatique de la parole de mort anticipée a touché directement, on pourrait dire, sa temporalité subjective, de sorte que le balancier de son horloge intérieure se grippe. Il ne peut plus rééquilibrer ses pulsions et par conséquent ne peut plus se projeter vers l'avenir. Il est connecté au présent, aux prises, on pourrait dire, avec l'angoisse dont je vous rappelle que le psychanalyste Lacan l'a définie comme l'affreuse certitude. Je trouve que cette définition est très juste ici. L'affreuse certitude dont souffrent ces patients, c'est l'affreuse certitude qu'ils vont mourir bientôt. Plus de manque, plus de doute vis-à-vis de leur mort prochaine. L'angoisse, on l'entend, renvoie au manque de manque. Voilà, donc le premier destin mortifère, où vraiment la pulsion de mort est au premier plan, c'est le sujet qui bloque et qui ne peut plus se projeter. Le second,
c'est un sujet aux prises avec ce que j'ai défini comme étant un processus de désubjectivation. Kesako, comme on dit dans le Sud, le sujet qui se désubjective, c'est lorsque toutes les défenses cèdent, lorsque la dépersonnalisation menace, eh bien le sujet se transforme, il se perd, il ne se reconnaît plus, on ne le reconnaît plus. Sa parole également se transforme, elle perd de sa consistance, ses propos deviennent incohérents, irrationnels. Il y a des retournements multiples. C'est toute cette dynamique d'ensemble que j'ai définie dans l'ouvrage comme étant la désubjectivation. En clair, c'est un destin possible pour la fin de vie qui augure un déclin rapide et une mort fulgurante. Finalement, c'est assez proche du syndrome de glissement bien connu des gériatres. Ici, donc, dans ce destin, on remarque une disparition rapide de la vie à l'intérieur du sujet, preuve que l'énergie psychique dans le vivant peut s'éteindre. Pour ces sujets-là, le trauma a atteint le désir de lutter, mais aussi toute la vie de relation, de sorte que le sujet n'attend plus rien, pas une aide à vivre, même pas une aide à mourir, rien. Il se laisse choir et rien ni personne ne pourra contrebalancer, j'ai envie de dire, cette dynamique. Un peu de musique, ça fait pas de mal. Alors, dernier point, donc, quelle éthique, c'est-à-dire comment on va se faire avec ça, comment on va se positionner. Lorsqu'on fait l'hypothèse que la pulsion de mort s'est désarrimée de la pulsion de vie, je reprends un peu, et que l'on s'aperçoit qu'elle fonctionne en roue libre, qu'elle pousse le sujet à ne plus vraiment vivre, comment peut-on se positionner? Autrement dit, comment les paléontologues doivent-ils agir face à ce déclin possiblement terminal? Mon travail, vous l'entendez peut-être, tente de faire une place forte à ce processus de mort dans la vie psychique, et je vais distinguer, pour finir, deux positions différentes dans le rapport au malade. La première éthique, on pourrait dire, est une éthique qui vise la vie et qui espère une reliaison pulsionnelle. C'est cette éthique que j'appelle la zone de confort du palliatif. On pourrait là peut-être rejoindre aussi la question de l'idéal historique en tout cas du soin palliatif qui se situe, me semble-t-il, de ce côté-là. Je m'explique. La zone du confort ou l'idéal palliatif, c'est de toujours chercher à maintenir le sujet à flot du côté de sa pulsion de vie. C'est de toujours espérer que le sujet parviendra à rééquilibrer, via la relation d'accompagnement, son système défensif, et que le désir soignant qui est engagé dans l'acte d'accompagnement va parvenir à contrebalancer finalement le travail de la pulsion de mort à l'œuvre dans la vie psychique du malade. Le désir est contagieux, on le sait, l'approche palliative vise, on pourrait dire, une greffe de désir. Cette posture éthique s'appuie pleinement sur cet opérateur. C'est vrai que c'est la magie des soins palliatifs, lorsque ça se produit et que ça se passe bien, qu'un désir extérieur puisse rebooster d'une certaine manière un désir qui est en train de s'éteindre. Alors aujourd'hui, je pose les questions. Peut-on envisager une limite à ce vœu soignant de tenter de maintenir ou de retrouver l'ambivalence? Y a-t-il une limite à tenir l'autre toujours et encore dans la vie? Voilà où j'en suis de ma réflexion. Lorsque le pari que nous faisions de servir de point d'identification du côté de la vie ne marche pas, lorsque l'écoute, lorsque la présence ne parviennent pas à aider le sujet à réintriquer ses pulsions, lorsque plus rien n'anime le patient, malgré tous nos efforts répétés, parfois pour l'intéresser à quelque chose, alors ne faut-il pas faire un pas de côté dans notre façon de nous positionner? Ce que je pense vraiment en termes de positionnement clinique, c'est que la voie éthique première, primordiale, j'ai envie de dire, celle qui vise à rééquilibrer le système pulsionnel avec l'accompagnement, doit demeurer en première intention. La vie doit continuer de désirer la vie, pour reprendre Spinoza. Ce réflexe, ce mécanisme presque réflexe, j'avais écrit,
chez l'être humain, et encore plus chez les soignants, doit le rester. Mais il est des situations, je pense surtout aux deux destins mortifères que j'ai décrits trop vite plus haut, l'attente de la mort et la désubjectivation. Lorsque les choses s'enquistent, lorsque ça ne bouge plus, pour lesquelles l'éthique tournée vers la vie va finir par sonner faux, c'est de cela dont je voulais vous faire prendre davantage conscience aujourd'hui. Précisément lorsqu'on se met à agir sans le sujet, voire même contre lui parfois. À ce moment-là, lorsque l'engagement et le désir du thérapeute n'impriment pas, et pour ne pas rentrer dans une forme d'acharnement relationnel qui ne dirait pas son nom, alors je crois qu'il faut être en mesure de changer d'éthique. Ainsi, j'ai proposé cette piste que j'ai appelée une éthique qui accompagne le travail de la pulsion de mort et qui accueille le déclin irréversible. Au fond, c'est une éthique d'accompagnement qui arrive à penser l'effondrement et le déclin comme possiblement terminal et irréversible. De sorte que ce n'est plus uniquement la vie qu'il faudrait accompagner coûte que coûte, mais aussi, lorsque c'est nécessaire, ce déclin, cet effondrement. Bref, accompagner le mourir dans le vivant. Je crois que depuis toujours, les soins palliatifs peinent, je dirais, à tenir compte de ce mourir dans le divan. Pourquoi ? Alors, rappelez-vous la citation de départ, les grandes entreprises où se déploie l'énergie pulsionnelle de vie se fondent sur une vigoureuse mise à l'écart des pulsions de mort. Eh bien, parce qu'ils se centrent, je crois, principalement, voire même uniquement, du côté de la vie. C'est exactement autour de cette déconstruction que se situe mon travail. Prenons conscience qu'en soins palliatifs, nous savons penser la mort quand elle vient du dehors, celle qui cueille le malade. Ça, c'est OK. Mais il est plus difficile, me semble-t-il, de penser, de faire une place à la mort psychique, celle qui pulse, qui travaille à l'intérieur même du sujet. Nous commençons à y arriver lorsque le malade est maintenu en vie par des machines. Ça, OK, c'est pensable depuis quelques années. En dehors de ces situations, cela reste, je crois, un impensé. Voilà, modestement, j'invite à tenter de penser l'effondrement terminal d'un sujet, à le repérer, à en tenir compte et à s'y ajuster. Le repérer, tenir compte, s'y ajuster. En ne lâchant pas cette belle idée de l'accompagnement qui est de suivre le sujet autant que possible et d'y faire confiance. Faire confiance coûte que coûte au sujet, à ce qu'il dit, à sa parole, la dimension consciente, mais aussi à ce qu'il montre, qui est peut-être plus de l'ordre de l'inconscient et qui renvoie au monde pulsionnel qui le guide à ce moment-là de son existence. Il est toujours plus noble de faire pleinement confiance au sujet, à ses modalités de production finalement psychique, plutôt que de le contrer, plutôt que de contrer le mouvement naturel que l'on croit percevoir ou que l'on perçoit, qui le ramène vers la vie d'avant, la vie subjective, donc la mort. Pour conclure, je dirais qu'il n'y a pas que la pulsion de vie à l'intérieur d'un être humain. Il y a aussi la pulsion de mort. Les deux sont intimement intriqués, constamment, tout au long de la vie. Puis il arrive un moment où pulsion de vie et pulsion de mort se délient. Là, c'est tout l'honneur du soin palliatif que de tenter d'aider le sujet à retrouver un équilibre et un élan vital jusqu'au bout. Mais il arrive un moment, parfois, mais pas toujours, où pulsion de vie et pulsion de mort se désariment encore davantage. Là, nous savons que les deux pulsions ne se réintriqueront pas. Alors c'est à nous de faire un pas de côté. Je pense que la société est prête à penser la complexité et les enjeux de ce phénomène, de ce moment de bascule. C'est la question que je voulais poser aujourd'hui. C'est ma façon de traiter l'identité des soins palliatifs pour l'avenir. Merci.